Une longue vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une histoire mystérieuse comme on les aime. Alors si vous connaissez pas cette histoire-là, vous allez capoter parce que sérieux, je pense que c'est la meilleure histoire dont je vous ai parlé sur cette chaîne. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de choses qui se sont passées puis je capotais moi-même en faisant mes recherches. Je suis tombée sur cette histoire en faisant mes recherches sur Coluche pour ma dernière vidéo. Alors soyez à l'écoute parce que je vais vous demander à la fin de la vidéo de me donner votre opinion sur ce mystère encore non résolu aujourd'hui. Nous allons faire un bond de plus de 50 ans en arrière, en 1964, encore une fois dans le sud de la France, aux Esclapes, non loin de la ville de Fréjus. Alors c'est l'histoire tragique d'un jeune couple, Jean-Claude Saint-Aubin, 23 ans, et Dominique Kailash, 16 ans. On est le 5 juillet, c'est le début de l'été, et il est très tôt. Il est 7 heures du matin. Le petit couple, je ne sais pas s'ils étaient sincèrement en couple ou s'ils n'étaient que des amis, peu importe, ils s'apprêtent à rejoindre le Pin de la Lègue, la maison de vacances des parents du jeune homme. Ils prennent la route nationale 7 à bord de leur voiture, une Volvo noire et blanche, immatriculée en Suisse puisque le jeune homme travaillait en Suisse. La route est un petit peu sinueuse, mais Jean-Claude la connaît très bien pour y venir assez régulièrement et une douce rosée du matin vont les accompagner pendant leur trajet. Jean-Claude est un passionné de mécanique, d'automobile. Il travaille d'ailleurs pour Jaguar comme essayeur à Genève. Donc il roule assez vite, mais sa vitesse, il la maîtrise puisque bon, quelque part c'est sa job, il sait ce qu'il fait. Mais les deux jeunes gens n'auront pas le temps d'arriver à destination puisqu'ils vont déraper et s'encastrer dans un platane. Ils meurent en arrivant à l'hôpital de Fréjus. Ils roulaient pourtant sur une route en ligne droite, mais bon, apparemment que la route était considérée comme dangereuse. Un bête accident dû à une vitesse trop élevée sur une route mouillée, selon la version officielle du rapport de la gendarmerie. Après tout, en 1964, on peut compter environ 193 000 accidents de la route pour environ 14 000 morts. Pour vous donner une idée, en 2016, en France, il y avait environ 57 000 accidents de la route pour environ 3 400 morts. Donc c'était beaucoup plus élevé en 1964. Donc ils se sont dit, bon, on va juste rajouter ces deux noms-là à cette triste liste. Les parents de Jean-Claude attendaient leur fils avec cette jeune fille-là, puis au lieu de les voir arriver, ils ont vu arriver le gardien du domaine du Pin de la Lègue qui leur a appris la terrible nouvelle. Ils sont complètement atterrés. Comme on peut l'imaginer, le début des vacances se transforme en cauchemar. Jean, le père, et son fils, un des deux frères de Jean-Claude, celui qui est mort, décident de se rendre sur les lieux de l'accident. Ils veulent comprendre. Parce que, bon, quelque part, ils sentent qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors, leur première réaction, c'est que, la route n'a pas l'air si dangereuse que ça. Surtout pour Jean-Claude, qui est quand même pas mal expérimenté dans le domaine. Mais bon, il suffit d'une fois. Il suffit d'une seule seconde d'inattention pour que le pire arrive. Le couple Saint-Aubin demande à consulter le procès-verbal que les gendarmes ont fait. Donc, quelques jours plus tard, ils vont recevoir la copie du document. Là, ils lisent le document et ils commencent de plus en plus à avoir des doutes. Les croquis, les observations que les gendarmes ont fait sont comme incohérent, ça marche pas. D'après le rapport officiel, un dos d'âne serait à l'origine de la perte de contrôle du véhicule. Un dos d'âne que les gendarmes indiquent à environ 80 mètres du fameux platane. Sauf que le dos d'âne dont ils parlent est environ à 200 mètres du platane. Donc Jean-Claude aurait eu comme le temps de reprendre le contrôle du véhicule. La gendarmerie leur dira que bon, c'est juste une faute de frappe. Et l'affaire sera classée sans suite par le procureur de la République de Draguignan. Mais les parents de Jean-Claude vont investiguer sans relâche pendant plusieurs décennies parce qu'ils n'ont absolument jamais cru à cette thèse de l'accident, à cette version des faits. Et tout au long des années, ils vont avoir des bâtons dans les roues, des portes fermées, des dossiers qui disparaissent, bref. Ça ne va jamais les arrêter parce qu'ils vont faire tellement de découvertes que bon, ils sont incapables de lâcher l'affaire. Le couple Saint-Aubin vont apprendre par une pompiste varoise qu'il existe
un témoin de l'accident. C'est un harki marocain du nom de Mohamed Moualkia. Un harki, c'est comme un militaire, on va dire, qui était engagé par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Donc ils sont assez surpris d'apprendre ça puisqu'ils n'ont jamais vu ce nom-là dans les procès-verbaux. Donc ils vont rencontrer cet homme un an plus tard, à l'été 65. L'homme travaillait à l'époque dans une cimenterie à une centaine de mètres environ de l'accident. Donc il va leur raconter qu'il a été témoin de l'accident en s'en allant travailler puisque ce dimanche-là, il était à pied. En fait, il s'est rendu au travail à pied. Puis il était à environ une dizaine de mètres de l'accident quand ça s'est produit. Il a dit aussi aux parents qu'un camion militaire était comme garé sur le bas-côté et quand il a vu la Volvo arriver, il leur a comme barré la route. La voiture a braqué à gauche et elle a été projetée dans l'arbre. Puis le camion a pris la fuite, suivi par une 203 noire sur laquelle il y avait une petite flamme tricolore du drapeau français sur la plaque d'immatriculation. Mais l'homme marocain ne sera pas entendu par la justice. Ça n'a pas suffi à rouvrir l'enquête. Robert Mion, le commandant de la gendarmerie en charge de l'enquête, va dire aux parents de Jean-Claude que le harki ne pouvait pas avoir assisté à l'accident, vu que ce matin-là, il avait commencé à 5 heures du matin. Alors le couple va vérifier le registre des entrées de cette société où il travaillait et l'heure de prise de poste de Moualkia est comme barbouillée un peu à l'arrache. Ils ont comme simplement rajouter un 5 par-dessus le 7. Ils ont même pas pris le temps de faire les choses correctement. Du gros n'importe quoi, surtout que l'usine n'ouvrait qu'à 7 heures le dimanche matin, donc il pouvait pas avoir pris son poste à 5. Donc on ne prendra jamais en compte le témoignage du harki. De toute façon, il s'était sûrement trompé d'accident ou alors il avait tout simplement tout inventé. À l'hôpital de Fréjus, là où est mort le jeune couple, plus aucune trace du certificat de décès de Jean-Claude. L'ambulancier qui les avait amenés jusque l'hôpital ne se souvient plus de rien. Il a perdu la mémoire. Le couple Saint-Aubin va donc demander l'exhumation du corps de leur fils pour faire une autopsie, mais la demande va être rejetée par la justice. Là, la maman, André Saint-Aubin, commence vraiment à se poser des questions. Ils en peuvent plus, là. C'est déjà trop tout ça. Là. Ils se disent que si la justice et les autorités militaires font autant obstacle à toutes leurs demandes, leurs démarches, c'est que quelque part il y a quelque chose à cacher. Mais quoi? Pourquoi est-ce qu'ils agissent tous comme ça, aussi négativement? Ils ne comprennent pas, parce que leur fils Jean-Claude avait une vie, tout à fait banale. Il n'avait pas de casier judiciaire, il n'était impliqué dans rien politiquement parlant, en tout cas pas à leur connaissance. Est-ce que c'était vraiment lui qui était visé? Ou est-ce que c'était Dominique, sa petite amie? Si on regarde du côté de Dominique, ses parents, eux, n'ont jamais eu vraiment l'envie d'aller contredire la justice, de remettre en question la version officielle. Pour eux, c'était un accident, puis c'est ça qui est ça. C'est pour ça qu'on n'entend pas vraiment parler d'eux dans cette histoire, en fait. Mais c'est ça, Dominique, elle vivait une vie toute simple d'adolescente de 16 ans, banale, quoi. Ses parents étaient pâtissiers, rien d'extraordinaire. Rien qui pourrait expliquer qu'on ait voulu l'éliminer. Se seraient-ils trouvés tous les deux au mauvais endroit, au mauvais moment? 6 ans après la mort du jeune couple, en 1970, les Saint-Aubin reçoivent une lettre, une facture en fait, d'un garagiste suisse. Il leur réclame une grosse somme qui correspondrait aux frais de gardiennage de la Volvo de Jean-Claude, comme s'il avait gardé tout ce temps-là la voiture accidentée dans son garage. Alors ça fait absolument aucun sens, puisque les Saint-Aubin ont un certificat de destruction de la voiture de leur fils, signé par 2 douaniers. Donc le couple va porter plainte contre le garagiste, dans le but, encore une fois, de rouvrir l'enquête, mais comme ils commencent à être habitués, ça ne marchera pas. L'enquête ne sera pas réouverte. Réouverte? Rouverte, Céline. En 1981, c'est François Mitterrand qui va les recevoir. Bon, un peu en pitié, ou plutôt en fausse pitié. Il va écrire dans son livre L'abeille et l'architecte « J'ai devant moi les parents de ce garçon tué avec sa fiancée dans un accident d'automobile le 5 juillet 1964. Ils ont le regard usé de ceux qui ont trop attendu. Depuis 10 ans, ils cherchent une vérité qu'on leur refuse. Je ne sais pas s'ils ont tort, s'ils ont raison, car j'ai lu à la hâte le dossier qu'ils m'ont remis. Je les vois cependant tels qu'ils sont,
acharnés à saisir le moindre fil, désespérés de n'y rien comprendre ou de trop bien comprendre. Quoi qu'il en soit, les parents Saint-Aubin, déboutés, errent de tribunal en tribunal. La justice n'est pas curieuse. Il va leur promettre bien sûr la vérité sur l'affaire quand il va être au pouvoir, mais je vous la donne en mille, ça n'arrivera pas. Mais le pire, c'est que l'intégralité du dossier judiciaire de la mort de leur fils a complètement disparu en 78 des archives des ministères. Envolé. On arrive en 1984, TF1, la grande chaîne de télévision française, veut faire un reportage sur cette affaire-là. Le couple Saint-Aubin vont donner l'adresse du harki aux journalistes. Ils vont se rendre sur place, ils vont se rendre chez lui, mais le harki n'est pas là, donc ils vont lui laisser une lettre. Et dès le lendemain, le harki appelle le couple Saint-Aubin pour leur dire c'est ok, je vais participer au reportage. Et le rendez-vous est fixé au 25 novembre 84. Mais bon, bizarrement, TF1 n'a aucune nouvelle de lui. Il ne rappelle pas, 3 jours avant l'entrevue, le 22 novembre 84, son cadavre calciné sera retrouvé dans l'incendie de son appartement. La gendarmerie en a conclu qu'il s'était endormi avec une cigarette allumée, sauf que le mec n'a jamais fumé de sa vie. La porte de son appartement était fermée à clé et on n'a jamais pu remettre la main sur cette fameuse clé. Début juillet 64, Jean Méningaud, un avocat et un membre très actif de l'organisation armée secrète, s'était réfugié à Genève, en Suisse. Il avait apparemment prévu de descendre à Fréjus parce qu'il avait une réunion importante. Jean Méningaud traverse donc toute la France à bord de sa Volvo noire et blanche, assez reconnaissable avec son toit blanc, et immatriculé bien évidemment en Suisse. Là, vous me voyez venir. Il est supposé rouler de nuit, donc son arrivée à Fréjus est prévue pour très tôt le matin, vers 7 heures. Et ça, les services secrets français le savent. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient voulu s'en prendre à lui? Eh bien, l'avocat était pas mal hostile au général de Gaulle, on va dire. Surtout depuis l'indépendance de l'Algérie. Et un attentat contre de Gaulle était en préparation à l'occasion des fêtes du 20e anniversaire du débarquement allié. Donc la sécurité militaire pensait éventuellement que Jean Méningaud se rendait à Fréjus dans le but de préparer cet attentat-là. Alors une équipe se serait chargée de se débarrasser le plus discrètement possible de lui. Donc tout va se passer comme prévu. À 7 h du matin sur la route de Puget à Fréjus, une Volvo noire et blanche fait surface, la 203 donne le signal, le camion Unimog accélère, voyant la Volvo, la heurte et l'expédie dans l'arbre. C'est une hypothèse, sauf que l'équipe en question se serait trompée de cible. Les deux jeunes gens, le jeune couple, seraient morts à la place de Jean Méningaud. Et aucun haut placé n'aurait pu admettre leur faute. Les deux parents Saint-Aubin n'ont donc jamais cru à la thèse de l'accident et en détruisant les documents, en faisant tout ce qu'ils ont essayé de faire pour les dissuader de continuer leur contre-enquête, c'est sûr qu'on leur rendait la tâche difficile, quasiment impossible. Et là, finalement, il ne reste plus aucune pièce de l'enquête. En 1990, l'État accorde aux Saint-Aubin la somme de 500 000 francs, environ 76 000 euros, en dédommagement du préjudice de la disparition du dossier. Mais bon, les pauvres parents sont morts sans connaître la vérité. Ils se sont battus toute leur vie pendant près de 40 ans pour connaître la vérité à propos de la mort de leur fils. Toute une histoire, je vous l'avais dit. Ça ferait un super de beau film. Alors bien sûr, je vous ai raconté les plus grandes lignes, des détails, il y en a d'autres. Si l'affaire vous intéresse vraiment, vous irez fouiller par vous-même. De toute façon, c'est le but de mes vidéos, je le dis souvent. Allez faire vos recherches vous-même. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Banal accident ou secret d'État? Coïncidence? Dites-moi votre opinion dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. En attendant ma prochaine vidéo, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, mon compte Céline Geneux, et puis sur Facebook. Rejoignez et likez ma page Facebook Céline Geneviève, ça me fera plaisir de vous parler en privé. Mais d'ici là, ne fermez pas les yeux.